Mon neveu m'a humilié lors de l'anniversaire de ma mère, alors j'ai détruit l'empire financier de ma famille. Lors de l'anniversaire de ma mère, le fils de mon frère a renversé du soda sur mes genoux, et a crié « Grand-mère dit que tu n'as rien à faire ici ». Toute la table a ri. J'ai essuyé mes vêtements, j'ai souri, et je suis restée silencieuse. Cette nuit-là, j'ai retiré mon nom de leur prêt. Au matin, sa voiture avait disparu. Et à 8 heures du matin, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et j'ai repensé au fait que les anniversaires de ma mère s'étaient lentement transformés, pour devenir une sorte d'étrange représentation officielle. Une représentation où le petit-fils en or, Tyler, le fils de 14 ans de mon frère, recevait plus d'attention que le gâteau d'anniversaire. D'habitude, je restais discrète, j'offrais mon cadeau, je faisais un peu de conversation, et je partais tôt. Mais cette année-là, quelque chose clochait avec l'invitation, et ce, dès le début. Maman a appelé et m'a dit « J'aimerais vraiment que tu viennes, Vicky. Tyler n'arrête pas de demander si tu seras là. » Cela seul aurait dû tout me dire. Tyler ne posait jamais de questions sur moi, à moins de préparer un coup. La dernière fois, il voulait une nouvelle chaise de gamer, et avait essayé de me charmer, en me faisant des compliments sur ma cuisine. 2 semaines plus tard, il a dit à l'un de ses petits copains que j'avais été mère autrefois, mais que j'avais échoué. Ce sont ses mots exacts. Je l'ai appris par l'enfant de mon cousin. Et quand j'en ai parlé à mon frère, il a simplement répondu que Tyler était à l'âge où l'on teste les limites. Alors oui, je ne m'attendais pas à de la gentillesse, mais j'y suis allé quand même. Car, malgré tout, je répondais toujours présente. La maison de mon frère était plus bruyante que d'habitude. Il y avait des ballons, et 2 gâteaux achetés en magasin. Tyler avait déjà ouvert une demi-douzaine de cadeaux. Il se vantait auprès d'une fille, expliquant comment grand-mère allait lui acheter une voiture, à la seconde même où il aurait 16 ans. Ma mère riait, comme si elle venait d'entendre la meilleure blague du monde. Personne n'a remarqué mon arrivée. J'ai dû m'éclaircir la gorge, et faire un signe de la main, avant que quelqu'un ne m'offre un siège. Mon cadeau a été ignoré. Le collier que j'avais choisi pour maman est resté dans sa boîte, toute la soirée. Elle était trop occupée à raconter à tout le monde que le professeur de Tyler le trouvait surdoué. Pas seulement intelligent, mais au niveau d'un génie. Personne ne m'a posé de questions sur mon entreprise. Personne n'a mentionné la collecte de fonds, que j'avais organisée 2 semaines plus tôt. Je n'étais qu'un bouche-trou. Une personne qu'ils pouvaient pointer du doigt, pour se rappeler à eux-mêmes qu'ils valaient mieux que moi. Je me suis assise entre 2 personnes que je ne connaissais pas. L'une d'elles tenait une bière dans chaque main. L'autre a pris ma fourchette, quand la sienne est tombée. Je n'ai même rien dit. J'ai laissé couler. Je laissais couler depuis des années. Puis est venu le moment qui a tout changé. Tyler s'est levé. Il tenait un gobelet plein de soda, et s'est approché de moi comme si de rien n'était. Il m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « Grand-mère dit que tu n'as rien à faire ici. » Et ensuite, il a versé le soda sur mes genoux. C'était froid, et beaucoup trop sucré. Je suis restée assise là, trempée, le sucre commençant déjà à rendre mes cuisses collantes. Et ils ont ri. Toute la table a ri. Ma mère s'est tournée vers son ami, et a dit quelque chose sur le fait que Tyler disait simplement ce qu'il pensait. Mon frère a carrément applaudi. J'ai essuyé mes genoux avec une serviette en papier, ce qui les a fait rire de plus belle. J'ai souri, tranquillement. Aucune réaction, aucune dispute. Je suis restée assise là, comme si je ne me sentais pas humiliée. Mais à l'intérieur, quelque chose a commencé à basculer. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même pas de la colère. C'était de la clarté. Il ne voulait pas de moi ici. Il n'en avait jamais voulu. Et maintenant, il l'avait fait comprendre assez clairement, pour que même moi, j'arrête de faire semblant. J'ai attendu 5 minutes de plus, je me suis excusé comme si de rien n'était, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi. Là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon frère dépendait d'un prêt commercial familial, depuis plus d'1 an. Il m'avait supplié d'être co-signataire, parce que maman l'avait fait culpabiliser. Et moi, à l'époque, j'étais encore dans le brouillard du deuil. Mon nom figurait sur tous les documents. J'avais un pouvoir, que je n'avais jamais utilisé jusqu'à cette nuit-là. J'ai retiré mon nom, et j'ai gelé le compte.
Il ne le découvrirait pas, avant que la banque ne l'appelle au matin. Et quand ce fut fait, la voiture garée devant leur maison, celle qu'ils avaient achetée à peine 3 mois plus tôt, a été remorquée à 7h45. À 8h précises, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et j'ai vu mon frère, Mike. Il se tenait là, avec ce même mélange de fausse inquiétude et de véritable panique, que j'avais vu sur son visage lors de chaque gaffe de sa vie d'adulte. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de maman pour le couvrir, pas de papa pour faire un chèque, et pas de moi, pour faire semblant que tout allait bien se passer. Il avait l'air dévasté. Il n'a pas attendu d'être invité à entrer. Tu dois arranger ça. Pas de bonjour. Aucune mention du soda que Tyler avait renversé sur moi. Aucune allusion au fait que toute la table s'était moquée de moi, comme si j'étais un phénomène de foire. Il a poussé une pile de papier vers moi. Les prêts sont gelés. Ils ont dit que le cosignataire s'est retiré. Ils ont dit que si je ne te remplace pas, nous sommes en rupture de contrat. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je n'ai pas dit un mot. Il a continué, comme s'il lisait un script. La boutique ne pourra pas payer le loyer, le mois prochain. Les cartes de crédit sont déjà à découvert. J'ai des salaires à verser. Il y a l'assurance de maman qui arrive, et les frais de football de Tyler doivent être payés la semaine prochaine. Là encore, je n'ai rien dit. C'est alors que le ton de sa voix a changé. Tu fais tout ça pour une blague. C'était la phrase de trop. Pas le soda, pas les années de pique au sujet de ma fille, pas les graffitis, juste cette phrase. Je lui ai fermé la porte au nez. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est illuminé de SMS. D'abord lui, puis sa femme, puis maman. Tous essayaient une approche différente. La culpabilité, la confusion, la moquerie. Tyler a envoyé un TikTok de quelqu'un qui faisait semblant de pleurer. Pas de mots, juste ça. Ce soir-là, j'ai découvert les dégâts. J'avais fermé ma boutique tard, et je marchais sur le parking, mes clés dans une main et un sac de courses dans l'autre. Et là, ma voiture était rayée à coups de clés. Profondément, des deux côtés, et jusqu'au métal. Le rétroviseur avait été arraché à coups de pied. La lunette arrière était étoilée, comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte. Au début, je suis juste resté planté là, à regarder autour du parking, qui était complètement vide. Pas de témoin. Juste le silence, et cette étrange sensation d'immobilité. Comme si l'air lui-même attendait ma réaction. Je n'ai pas appelé Mike. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai ni hurlé, ni pleuré, ni crié. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai allumé les caméras de sécurité du magasin, et j'ai rembobiné. Ils étaient là, Tyler, et l'un de ses amis idiots. Les capuches sur la tête, en train de rire. L'un d'eux filmait l'autre. Tyler s'est approché de ma vitrine, a bombé les mots « fausse tante » avec une peinture rouge baveuse. Il a pris la pose, comme s'il était dans un clip de rap, puis a renversé un pot de fleurs sur les marches, pour faire bonne mesure. Je n'ai même pas scié. J'ai appelé l'oncle Ray. Il est arrivé à ma boutique en moins de 30 minutes, et a regardé l'enregistrement, sans dire un mot. Quand ce fut terminé, il s'est adossé à sa chaise, et a dit « Tu vas appeler la police. » Ne discute pas. Je n'ai pas discuté. Il a passé l'appel, et il est resté pendant que je faisais ma déposition. L'officier était poli, mais ferme. Il a dit que ce n'était pas la première plainte concernant Tyler. Apparemment, il y avait eu des problèmes à l'école. Des dommages matériels. Quelques malentendus, balayés sous le tapis. Mais cette fois-ci, l'affaire n'allait pas en rester là. Le lendemain matin, Mike était de retour chez moi. Il n'a pas frappé, cette fois. Il se tenait juste de l'autre côté de la rue, faisant les 100 pas, comme s'il attendait un miracle. Quand il a compris que je ne sortirais pas, il s'est mis à crier. Je n'entendais pas tout, mais j'ai saisi des bribes. Des mots comme « traîtresse »,« sans cœur » et « tu vas le regretter ». Puis ma mère a appelé. Elle a laissé un message vocal disant « Je ne sais pas ce qui te prend. Tu laisses l'argent diviser la famille, et pourquoi? Pour une farce enfantine ?» Elle n'avait toujours rien compris. Aucun d'entre eux n'avait compris. Ce n'était pas une question de soda. Ce n'était pas une question de vitrine cassée.
Ce n'était même pas à propos du prêt. Il s'agissait de ces années, passées à être traité comme une invitée dans ma propre lignée. À être toléré, et non aimé. Ni apprécié. C'était une accumulation lente, une érosion silencieuse. Il pensait que, parce que je n'explosais pas, je ne faisais pas attention. Il pensait que j'allais me briser. Au lieu de cela, pour une fois, j'ai regardé les fissures se former dans leur propre fondation. Et je n'avais pas encore fini. Les accusations officielles sont tombées, quelques jours plus tard. Vandalisme, intrusion, et dommages matériels. Tyler étant mineur, les flics ont dû impliquer mon frère et sa femme. Les images vidéo ont rendu les choses faciles. Trop faciles, honnêtement. Il n'y avait aucune place pour le déni. Aucun, ce n'était peut-être pas lui. Je n'ai pas fait la fête. Je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai simplement ouvert la boutique comme d'habitude, j'ai balayé quelques feuilles à l'extérieur, et je me suis remise au travail. Mais le téléphone s'est mis à sonner plus souvent. Des clients m'ont raconté que mon frère allait partout, disant que j'avais tout inventé, que j'avais monté la vidéo. L'un de mes fournisseurs a même reçu la visite de ma mère, qui l'a prévenu que j'allais mal, et que je me dirigeais probablement vers une nouvelle dépression. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assise, et j'ai fait la liste de tout ce à quoi ils étaient liés. Tout ce que j'avais, autrefois, cédé avec confiance. D'abord, il y avait le prêt commercial, déjà gelé. Ensuite, il y avait le bail de location, pour le deuxième local de mon frère. J'avais co-signé ça, aussi. Puis, il y avait les comptes que j'avais créés, pour aider sa femme à lancer sa boutique Etsy. Le compte PayPal, le compte Stripe, le numéro d'identification fiscale, tout était enregistré à mon nom. Et c'était bien là mon erreur. J'avais trop donné, et j'avais fait confiance trop facilement. J'allais tout reprendre. À la fin de la semaine, j'avais rompu tous les liens financiers. J'ai fermé les comptes, retiré les autorisations, et alerté les services fiscaux, pour qu'ils suppriment mes informations de tout ce qui portait son nom. Il ne pourrait plus toucher un centime, sans s'exposer à des contrôles fiscaux pour lesquels il n'était pas prêt. Ce fut méthodique, clinique, et les retombées ont été immédiates. Leur boutique a fermé dans les 48 heures. Le paiement du bail de mon frère a été rejeté, et le propriétaire a placardé un avis d'expulsion sur la porte. Il a essayé de m'appeler 17 fois, en une seule journée. Il a laissé des messages vocaux, allant des supplications aux menaces, jusqu'à quelque chose qui ressemblait presque à des pleurs. Maman a rappelé, elle aussi. Cette fois, son ton avait changé. Elle m'a dit que je déchirais la famille. Que papa n'aurait pas voulu ça. C'était plutôt ironique, compte tenu du fait que papa était le seul à m'avoir jamais traité comme une partenaire, et non comme un plan de secours. Et c'est là que j'ai compris. Ils pensaient que ce qu'ils avaient construit leur appartenait. Ils agissaient comme si j'avais de la chance d'en faire partie. Mais la vérité, c'est que tout avait été à moi, depuis le début. Mes efforts, mon nom, mon soutien, mes risques. Ils n'avaient jamais respecté cela. Car le respecter, cela aurait signifié reconnaître que j'avais du pouvoir. Et ils détestaient l'idée que je possède quoi que ce soit, qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Alors, ils se sont déchaînés. Un soir, je suis rentré, et j'ai trouvé la vitrine de ma boutique, de nouveau brisée. Cette fois, ils n'ont même pas pris la peine de se cacher. Un rocher reposait sur le sol, avec un mot attaché par un élastique. Une seule ligne, tu finiras seul pour toujours. Cela ne m'a pas fait peur. Cela ne m'a même pas mis en colère. J'ai ramassé la pierre, j'ai scotché le mot sur le mur, à l'intérieur de mon bureau, et j'ai rappelé l'oncle Ray. Il est venu le lendemain matin avec un avocat. Il a dit que, cette fois-ci, nous allions porter plainte pour la totalité des faits. Et que, si le tribunal le permettait, nous demanderions aussi des dommages et intérêts pour préjudice moral. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas hésité. Car désormais, il n'était plus seulement question d'une fête d'anniversaire, d'une tache de soda, ou d'une fenêtre brisée. Il s'agissait de tracer, enfin, une ligne à l'encre indélébile. Ils n'étaient plus ma famille. Ils n'étaient plus que des gens, qui portaient mon nom de famille. La date du procès a été fixée. Tyler a été inculpé en tant que mineur. Mais le procès au civil ne le concernait plus uniquement.
Il concernait aussi les dégâts causés à ma boutique, à ma voiture, et maintenant, le harcèlement, puisque l'oncle aurait refusé de laisser passer quoi que ce soit. Nous avions la vidéo, le mot, des témoins, et un très bon avocat. Je m'attendais à ce que les choses se calment, pendant qu'il paniquait en coulisses. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. 2 matins plus tard, j'ai reçu un message vocal, d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, pensant qu'il s'agissait encore d'un appel indésirable. Mais quelque chose m'a poussé à l'écouter. La voix m'était inconnue, jeune, et nerveuse. Elle a dit s'appeler Anna. Puis, elle a expliqué qu'elle travaillait pour Mike, dans sa 2e boutique. Celle qui avait fermé ses portes, quelques jours après que j'avais retiré mon nom du bail. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, au début. Mais quand elle a entendu parler du procès, quelque chose a commencé à la tracasser. Elle avait surpris une conversation, quelques semaines plus tôt. Mike parlait à sa femme de faire passer, cette personne, pour quelqu'un d'instable. Elle ne savait pas de qui il parlait, à ce moment-là. Maintenant, elle le savait. Et puis, elle a lâché le morceau. Il avait brisé la 2e vitrine lui-même. Je l'ai rappelé immédiatement. Elle a décroché après quelques sonneries, la voix tremblante. Elle m'a dit qu'elle en avait fini de garder le silence. Elle a ajouté qu'elle avait des SMS, et des preuves. Elle ne voulait pas être mêlée à leurs histoires, mais elle ne pouvait plus rester les bras croisés non plus. Je lui ai donné les coordonnées de l'avocat. Elle a tout envoyé. Le soir même, une autre femme m'a contacté. Elle m'a dit qu'elle aidait la femme de Mike, pour sa boutique en ligne. Elle avait vu de fausses factures, portant mon nom, envoyées aux fournisseurs, et rédigées comme si j'étais associé. Parfaitement au courant, elle a expliqué qu'ils utilisaient mon nom pour décrocher des contrats avec des fournisseurs, obtenir des expéditions anticipées, et même, une fois, pour une arnaque au remboursement. Puis, une 3e femme a envoyé un message sur le compte Instagram de ma boutique. Même histoire, et encore plus de choses sordides. J'ai tout envoyé à l'oncle Ray. Le lendemain matin, l'affaire était passée d'un simple litige pour vandalisme mineur, à quelque chose de bien plus grave. Fraude, fausse déclaration, usurpation d'identité. Notre avocat a déposé des amendements à la plainte initiale, en quelques heures. Il n'était pas prêt pour ça. J'ai cru, pendant une seconde, qu'ils allaient reculer. Qu'ils allaient peut-être s'excuser, ou se faire discret. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont redoublé d'efforts. Tard cette nuit-là, j'ai entendu un bruit à l'extérieur. J'ai vérifié le flux des caméras, depuis mon téléphone. Ils étaient là. Mike, sa femme, et ma mère. Ils se tenaient devant ma boutique, immobile. Ils regardaient simplement à travers la vitre, comme s'ils attendaient quelque chose. Puis, Mike a sorti son téléphone, et a commencé à diffuser une vidéo en direct. Je l'ai regardé, en temps réel. Il m'a traité de parasite. Il a dit que j'exploitais la mort de ma fille, pour attirer l'attention. Il a dit que j'essayais de détruire l'héritage familial. Il a affirmé que j'étais instable, et que j'avais besoin d'aide. Tout cela, pendant que ma mère se tenait silencieusement derrière lui. Les bras croisés, elle n'a pas dit un mot, et ne l'a pas arrêté. Il ne se rendait pas compte que je les regardais, depuis l'appartement juste au-dessus. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas crié, et je ne les ai pas affrontés. J'ai simplement appelé la police, et envoyé la vidéo en direct, par email, à notre avocat. La vidéo a été supprimée dans l'heure. Mais pas avant que quelqu'un ne l'enregistre, pour l'envoyer à un blog d'actualité locale, très friand de drames familiaux sordides. Ils ont titré « Une querelle de famille finit en justice ». Un dérapage en direct met de l'huile sur le feu. Le lendemain, des gens ont commencé à se présenter à la boutique. Des inconnus, quelques habitués. Certains ont demandé si j'allais bien. D'autres sont simplement venus acheter des choses, et m'ont dit « Bravo à vous ». Une femme a laissé un mot qui disait « Vous avez mieux géré ça que la plupart des gens ». Et moi, je me suis contenté de travailler, en silence. Pendant que l'incendie se propageait dans mon dos, Mike et sa femme ont reçu une convocation au tribunal, 2 jours plus tard. Fraude, diffamation, dommages et intérêts, la totale. Leur avocat a tenté de négocier. Il a dit qu'il serait prêt à résoudre l'affaire en privé, si je retirais les plaintes publiques.
Je n'ai même pas répondu. J'ai laissé mon avocat s'en occuper. Car ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Ce n'était pas des représailles. C'était de la survie. Et ce sont eux, qui avaient allumé l'allumette. Le procès était fixé à un jeudi matin. Et j'ai à peine dormi la nuit précédente. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je voulais que ce soit fini. Je voulais que ce soit réglé. Je voulais entrer dans ce tribunal avec la vérité, et en ressortir avec ma vie totalement détachée de la leur. Je suis arrivé tôt. L'oncle Ray attendait déjà devant, sirotant son café comme si nous allions simplement dans un magasin de bricolage. Calme, et concentré. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste tendu une copie des documents que l'avocat avait déposés la veille au soir. L'amendement final avec toutes les pièces jointes, c'est au total. Quand Mike est entré, il avait mauvaise mine. Sa cravate était de travers, et ses yeux étaient rougis. Sa femme le suivait de près, chuchotant quelque chose, et vérifiant son téléphone, comme pour essayer de se distraire. Ils se sont assis 2 rangées devant nous. Aucun d'eux ne s'est retourné. Ma mère n'était pas là. J'ai découvert plus tard, qu'elle avait dit aux voisins qu'elle avait le cœur trop brisé pour venir. Pourtant, quelqu'un m'a fait suivre une photo d'elle, prise ce matin-là. Elle était assise sur la terrasse de son restaurant de brunch préféré, en train de rire avec une de ses amies de l'église. La juge, en revanche, a été professionnelle et efficace. Notre avocat a tout étalé. Les images vidéo de Tyler, la vidéo en direct publiée par Mike, et les factures signées, que sa femme avait créées avec mon nom. Et puis, sont venus les témoignages. 3 anciens employés, 2 fournisseurs, et Anna, la fille qui avait les preuves que Mike avait planifié le 2e acte de vandalisme lui-même. J'ai regardé Mike s'enfoncer de plus en plus dans son siège, à chaque nouvelle pièce à conviction. Ensuite, notre avocat a demandé des réparations. Pas seulement les coûts de réparation matérielle, mais des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour ingérence commerciale, ainsi que le remboursement des frais de justice. Toute la liste. Leur avocat a tenté de plaider que c'était excessif, et qu'il s'agissait d'un différend familial privé, qui avait dégénéré. Mais la juge n'est pas tombée dans le panneau. Elle a regardé la transcription de la vidéo en direct, a feuilleté les captures d'écran, et a dit une chose que je n'oublierai jamais. Si c'est ainsi que votre famille règle les choses en privé, alors je suis heureuse que cela soit devenu public. Nous avons obtenu gain de cause sur chacune de nos plaintes. Mike et sa femme ont été condamnés à payer plus de 28 000 $ de dommages et intérêts. Tyler a été condamné à des travaux d'intérêt général, à un suivi psychologique obligatoire, et à des excuses formelles. Excuses qu'il m'a envoyées plus tard, par email, et qui avaient clairement été rédigées par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas répondu. Mais ce qui s'est passé après le procès a été presque pire. Une semaine plus tard, je suis rentré tard le soir, pour découvrir que le parterre de fleurs, devant mon appartement, avait été détruit. Ma boîte aux lettres était pliée en 2, et quelqu'un avait jeté de la vieille nourriture, partout sur ma porte d'entrée. Pas de mots, pas de signature. Juste un carnage. Je n'ai même pas scié. J'ai tout nettoyé, j'ai installé une autre caméra, et j'ai déposé un nouveau rapport de police. La police a pris l'affaire au sérieux, cette fois, car il y avait désormais des antécédents. Quelques jours plus tard, ce même cousin, qui était discrètement resté en contact, m'a envoyé un SMS. Il m'a dit qu'il avait assisté à une réunion de famille. Un petit comité, principalement des parents âgés. Et quelqu'un a parlé de moi. Ma mère a dit que j'étais devenue une femme froide et amère. Que j'utilisais mon deuil, pour réussir. Mike, quant à lui, a dit qu'il n'avait pas fini de se battre. Je n'ai pas répondu au SMS. J'ai simplement fait une capture d'écran, et je l'ai archivé. Mais c'est à ce moment-là, que j'ai réalisé quelque chose. Quelque chose qui m'a apaisé, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ils étaient en train de s'effondrer. Plus je construisais de choses, plus ils s'écroulaient. La boutique marchait mieux que jamais. J'avais lancé une nouvelle gamme de produits d'origine locale, en partenariat avec un fournisseur régional. Les ventes avaient doublé en un mois. Nous étions en pleine expansion. Mon équipe s'était agrandie, et j'étais plus occupé que je ne l'avais jamais été. Mais je ne ressentais pas cela comme un fardeau.
J'avais le sentiment de l'avoir mérité. Et je me suis assuré que les bonnes personnes en entendent parler. Pas tout le monde. Juste les cousins qui étaient restés décents. Ceux qui appelaient encore pour les anniversaires. Ceux qui étaient venus à l'enterrement, sans qu'on ait besoin de les supplier. Je leur ai parlé de mon expansion, de la couverture médiatique, et du prix d'entreprise pour lequel j'étais nominé. De manière très détendue, presque comme si c'était un détail sans importance. Et eux, l'ont raconté aux autres. Je n'ai jamais rien dit de cruel, et je ne me suis jamais vanté. Juste des faits, des progrès, du bonheur. Et je savais que cela les rongeait de l'intérieur. Car pendant des années, ils m'avaient dit que j'avais besoin d'eux. Que sans leur approbation, sans leur attention, et sans leur nom de famille, je serais seul au monde. Mais maintenant, c'était eux, qui étaient exclus. Et le pire pour eux, c'est que je m'en sortais très bien. Quelques mois ont passé. La boutique était florissante, et je ne regardais plus constamment par-dessus mon épaule. Les caméras étaient toujours en place, et les serrures, toujours renforcées. Mais ce sentiment d'être sur le qui-vive, cette tension constante, s'était dissipée. La paix n'était pas bruyante. Elle était silencieuse. Comme le fait de se réveiller, et de réaliser que le bourdonnement dans votre tête s'est enfin arrêté. Je n'avais pas eu de nouvelles de mon frère, depuis le procès. Sa femme s'était désabonnée de tous mes comptes, sur les réseaux sociaux. Tyler avait disparu d'Internet. Ou peut-être, avait-il simplement passé ses comptes en privé. Quoi qu'il en soit, leur silence me semblait plus stratégique, que plein de remords. Ma mère n'a jamais rappelé. Pas une seule fois. Mais j'entendais encore des choses, toujours par l'intermédiaire d'autres personnes. Un cousin plus âgé m'a dit que Mike avait essayé de lancer une autre entreprise. Mais personne ne voulait le soutenir. Le mot avait circulé, discrètement, mais assez largement. Les fournisseurs ne lui faisaient pas confiance. Les propriétaires exigeaient des cosignataires. Même leur église, autrefois aveuglément loyale, avait pris ses distances après la diffusion en direct. Ils étaient coincés. Les dommages qu'ils avaient causés ne me concernaient plus seulement moi. Ils s'étaient répercutés sur leur propre nom, sur leur réputation, et sur leurs finances. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je n'avais jamais eu besoin de me battre de manière déloyale. Tout ce que j'avais fait était dans les règles. Chaque document, chaque déclaration, chaque retrait de prêt ou de bail, j'étais dans mon bon droit. Ils avaient jeté de la boue. Moi, j'avais remis un dossier à la juge. Mais il y a eu un moment, inattendu et étrangement satisfaisant, qui a vraiment scellé tout ça pour moi. C'était un dimanche. La boutique était fermée. Je nettoyais, après un événement privé que nous avions organisé. Une petite vitrine locale, pour des entreprises dirigées par des femmes. Il y avait eu beaucoup de rires, et beaucoup à manger. L'une des nouvelles filles que j'avais embauchées balayait, lorsqu'elle s'est arrêtée pour me dire qu'une dame se tenait dehors, un peu plus tôt. Qu'elle ne faisait que regarder à l'intérieur, et qu'elle était habillée comme si elle sortait de l'église. J'ai vérifié le flux de la caméra. C'était ma mère. Elle est restée là, pendant peut-être 5 minutes. Elle n'a pas frappé, et n'est pas entrée. Elle a juste regardé à travers la vitre, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Comme si elle s'attendait à ce que l'endroit soit fermé, ou abandonné. Ou peut-être, s'attendait-elle à me voir en train de lutter, toute seule. Mais au lieu de cela, elle a vu des gens nettoyer après un événement réussi, un personnel grandissant, une boutique bien approvisionnée, de la lumière, et de l'animation. Elle est partie, sans rien dire. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas couru après. Je suis simplement retourné fermer à clé, et essuyer les comptoirs, comme si de rien n'était. Parce qu'à ce stade, ce n'était vraiment plus rien. Il ne me manque pas. Ni mon frère, ni son petit-fils prétentieux, ni la femme qu'il a épousée. Ni même la mère, qui a dépensé toute son énergie à protéger tout le monde, à l'exception de la fille qui avait besoin d'elle. Les sourires forcés, la conversation de courtoisie, et ces silences qui semblaient toujours chargés de jugement ne me manquent pas. Cela ne me manque pas non plus, de faire semblant de rire aux blagues de Tyler, ou de faire semblant de ne pas avoir mal, à chaque fois qu'ils excluaient ma fille des photos de famille. Je construis quelque chose, maintenant. Quelque chose de réel. Pas seulement une entreprise, mais une vie où je suis respecté, en sécurité,
et écouter. Et oui, parfois, quand les choses vont bien, quand nous atteignons un objectif de vente, quand un nouveau produit est en rupture de stock, ou quand quelqu'un tague la boutique sur les réseaux sociaux, pour dire à quel point l'espace est beau. Je m'assure qu'un certain cousin soit au courant. Pas par rancune, juste par stratégie. Car je sais qu'il le leur dira. Et je sais que ça les rend fous. C'est peut-être mesquin, ou c'est peut-être simplement ce qui arrive, quand la personne silencieuse en a finalement marre de se laisser marcher sur les pieds. Quoi qu'il en soit, je dors sur mes deux oreilles. Je m'assure qu'un certain cousin soit au courant. Pas par rancune, juste par stratégie, car je sais qu'il le leur dira. Et je sais que ça les rend fous. C'est peut-être mesquin, ou c'est peut-être simplement ce qui arrive, quand la personne silencieuse en a finalement marre de se laisser marcher sur les pieds. Quoi qu'il en soit, je dors sur mes deux oreilles.